la Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. En un clic, l'enfant a un souvenir intemporel de son arrivée. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. Toi, tu arrives sur un premier tour, tu as déjà 30% de ta boîte en moins. Ça veut dire que tu n'es qu'à 20% de perdre la majorité. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Je connais ta phobie de l'avion et d'avoir fait autant de kilomètres pour venir nous voir. C'est un signal fort que tu envoies. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Jérôme. Bonjour Kelly. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Merci de m'y recevoir. Écoute, Jérôme, tu as créé donc une entreprise qui s'appelle Baby Poum. Donc une entreprise donc, dans un domaine que j'apprécie particulièrement, mais j'aimerais que tu racontes un petit peu aux auditeurs qui tu es et ce que tu fais. Alors, je suis entrepreneur dans la tech depuis une dizaine d'années. Donc, je travaille en finance de marché à la Défense et je suis entré me rapprocher de la famille. Et on a monté une première société avec 2 associés qui permettaient aux locaux de louer leur voiture à des gens de passage. D'accord. Donc, c'est une société qu'on a menée pendant 8 ans avec une première levée de fonds d'à peu près 1 million et qu'on a revendue juste avant le Covid. Et on va dire que la vie a mis sur mon chemin un tout nouveau projet qui a pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'à la naissance de ma fille, comme tous nouveaux parents sur cette planète, on a voulu partager ce moment avec nos proches. Et on trouvait que les solutions qui se présentaient à nous, le fameux texto qu'on a tous reçu, bébé mesure X, pèse Y kilos, n'étaient pas forcément représentatifs d'un événement qui change autant la vie. Et le faire papier, pour moi, c'était d'une autre époque où il n'y avait que la poste comme moyen de communication. Et donc voilà, sur mon temps libre, je me suis dit, en tant que papa un peu geek, qu'est-ce que je peux faire de sympa ? Et je me suis mis à coder une application qui revisite ce concept-là. Et mes amis, le jour de la naissance de ma fille, ont reçu une expérience sur leur téléphone directement, où c'est bébé qui raconte son arrivée sous forme de storytelling, avec de la gamification. Ils doivent deviner le prénom pour apparaître la première photo. Attention, c'est très simple. Même ma grand-mère a réussi à le faire. C'est vraiment très simple. Ils peuvent revivre les moments forts de la grossesse. Ils peuvent réagir dans un livre d'or. Donc, plus de messages qui se perdent sur le portable de papa, de maman. On agrège tout ça et on fait un souvenir. Et en fait, je l'ai fait pour ma fille et la plupart des amis en destination m'ont dit « Jérôme, je veux la même chose ». Alors là, je dépose ma casquette de papa, je prends ma casquette un peu plus business, je m'intéresse au marché, je vois 400 000 naissances par jour dans le monde et je me suis dit, bon voilà, il y avait certainement quelque chose à faire. On en a fait une version grand public qui s'appelle Baby Poum et aujourd'hui, au moment où on se parle, on a touché à peu près 2 millions de personnes dessus, entre les parents et les amis. Donc vous avez 2 millions de personnes qui ont eu contact avec ta solution. Voilà, qui ont interagi avec. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc Baby Poum, concrètement, c'est quoi ? C'est donc les parents, il y a une naissance, ils enregistrent les infos, ils choisissent de la façon dont ils vont l'annoncer à leur entourage, ils rentrent les données et ça part au moment de la naissance. C'est bien ça ? Exactement. Ils ont un dashboard, un espace membre où ils peuvent très rapidement, très intuitivement rentrer ces informations et automatiquement on leur crée cette annonce. C'est une sorte de petit réseau social privé, donc ça ne va pas sur Facebook, Google, etc. C'est vraiment un petit réseau social privé. Leurs données restent à eux. Et ils le partagent en un simple clic. Les amis n'ont rien à télécharger pour découvrir l'arrivée de bébé. Ils cliquent et ils voient. Et c'est un parcours interactif ou très sympathique, très ludique. En fait, c'est le seul mot qui revient souvent, ludique et émouvant. Tu as lancé ça en quelle année ? Alors, ma fille est née en 2015. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai vraiment lancé quand j'ai vendu ma première boîte, parce que j'étais encore avec mes associés dans l'opérationnel de ma précédente boîte, avec une vingtaine d'employés des fois. Donc, c'était quelque chose que je ne pensais pas lancer. Par contre, quand on a revendu, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais voilà. Et une fois qu'on a mis un petit orteil dans l'entrepreneuriat, voilà, on quitte plus. Ça, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on reçoit souvent donc, des jeunes entrepreneurs, parfois serial entrepreneurs, mais le fait d'avoir une boîte, de la rendre rentable et ensuite d'arriver à la vendre, il y a déjà très peu d'élus en fait qui peuvent soit faire des levées, soit faire ce qu'on appelle un LBO, soit vendre directement et faire ce qu'on appelle un exit. Si tu devais donc donner un conseil à nos auditeurs sur ce pan-là dont on aborde rarement en fait le sujet de monter une boîte et de la vendre derrière. Qu'est-ce que tu retiens en fait de cette expérience-là ? Alors, c'est une expérience extraordinaire. Très, très honnêtement, pour ma première... Chargée en émotions. Chargée en émotions. Grosse pression. Grosse pression. Tout ce que, en fait, déjà, sur cette première aventure d'avoir
parcouru, comme tu l'as dit, un peu tous les aspects de la vie d'une boîte qui va jusqu'à l'exit. De la feuille blanche, on est parti d'une feuille blanche jusqu'à une levée de fonds en crowdfunding, aller déjà chercher des fonds, aller chercher mobiliser la diaspora antillaise, aller chercher, il y avait des joueurs de NBA, des traders Hong Kong, enfin, c'est nous qui avons mobilisé pour aller lever des premiers fonds parce qu'en local c'était un peu compliqué. On a fait une première levée de fonds. Ensuite, vous avez fait une levée d'un montant de combien à peu près? En crowdfunding, c'était 120 000, d'accord. C'était la première, c'était vraiment pour démarrer. Et ensuite sur le premier tour? Et sur le premier tour, on était sur 600 000 à peu près. Mais là, encore une fois, on est entré dans le capital risque. Hein. Donc, c'est pas aux Antilles, malheureusement, il n'y en a pas. À l'époque, en tout cas. Ce qui s'appelle aussi le private equity, j'imagine. Exactement. Et du coup, avec mon associé, vu mes associés, on ne trouvait pas en local, on a pris un avion, on est parti, on s'est pris un Airbnb et pendant un mois, on tapait à la porte de chaque fonds d'investissement. On s'est pris 9 portes sur 10 jusqu'à ce qu'une s'ouvre et qui investissent en tout cas sur nos latitudes. Parce que à l'époque, dès que tu sortais du périph', on ne te prenait pas en considération. C'est très intéressant parce que j'ai eu cette discussion avec d'autres entrepreneurs que j'ai reçus dans le podcast. C'est ce que j'expliquais. J'expliquais en fait que même si tu viens de ce territoire, donc ici, et que tu as de l'activité ici, même quand tu vis en Hexagone, si tu vis en dehors de Paris, il y a très peu de gens en fait qui arrivent à lever des fonds ou à vendre des boîtes. Moi, pour maintenant travailler aussi dans le domaine de l'investissement, il y a quelque chose en fait qui a retenu mon attention et d'ailleurs il y a des banques qui commencent à se spécialiser là-dessus. C'est-à-dire que comme c'est un écosystème très parisiano-parisien, donc on entend tous les jours des levées de fonds, etc. sur toute la grande couronne de Paris. Et c'est beaucoup plus rare de trouver effectivement en province des entreprises en fait qui arrivent à faire des exits, alors que beaucoup de gens en fait se disent oui, je veux lancer une entreprise en partant de zéro, etc., j'ai une idée, alors qu'en fait la manne d'argent qu'il y a sur les repreneurs, en fait aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'entreprises qui sont rentables, qui ferment parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Il faut bien se rendre compte en fait qu'on n'a pas forcément besoin de créer une entreprise from scratch. Ouais, tout à fait. Il suffit parfois d'aller juste chercher des financements pour en fait reprendre l'entreprise de quelqu'un qui prend sa retraite. Et dans des dizaines de domaines différents. Moi, je connais des entreprises avec des centaines de salariés qui ont des valorisations à 10, 15, 20, 30 millions qui ferment la porte à partir du moment où le fondeur part à la retraite. C'est quand même terrible. Donc, il y a aussi des solutions pour aller générer de l'emploi, aller chercher et générer du chiffre d'affaires et du bénéfice, simplement en reprenant des affaires existantes. Il ne faut pas hésiter à discuter justement avec ces personnes qui comptent partir et qui ont validé beaucoup d'hypothèses de marché, déjà qui ont des employés qui tournent, quelque chose qui tourne, et ça serait dommage quand même de les faire partir. En fait, quand tu as fait le POC, le Proof of Concept, c'est-à-dire que ton concept fonctionne, que tu as tes premiers clients, que tu génères ton premier chiffre d'affaires, c'est hyper valorisant et les fonds valorisent ça. Et la boîte que tu as vendue, du coup, vous avez fini avec une valo de combien? Je ne demande pas ton cash out, tu as vu, je suis gentille. Oui, je vois ça, mais alors c'est vrai que de toute façon, je n'aurais pas pu le dire parce qu'on l'avait. Bien sûr. Tu sais comment ça se passe. Hein. On a passé des audits. On a des NDA, on signe effectivement des contrats de confidentialité. Ouais. Donc voilà. Maintenant, on n'a pas été valorisé, on va dire, comme les secrets de Loli. Une fourchette. Comme le jour où tu as l'annonce officielle, tu donnes une fourchette. On est à 6 chiffres, à 7 chiffres. À 7 chiffres. Donc en fait, c'est juste pour se rendre compte parce qu'en fait, les gens n'osent pas rêver à la réussite, mais c'est surtout que les gens ne se rendent pas compte que une entreprise qui fonctionne, ça se valorise très cher en fait. Et en fait, il y a cette sorte d'omerta sur qui a pris de l'argent, qui n'en a pas pris. Alors, il y a des gens, ils vendent des boîtes qui valorisent 50 millions, ils finissent avec 0 € dans la caisse. Hein. Ça, il faut le dire. Il y a des fondeurs de boîtes. Tout à fait. Ils ont une boîte qui vaut 50 millions et à la fin, ils ont reçu un chèque de 100 000 € sur leur compte parce qu'ils n'ont pas la bonne equity story. L'equity story, c'est quoi? C'est tu fais rentrer un fonds ou tu fais une première levée. Moi, j'ai des boîtes dans lesquelles j'investis, on est obligé de nettoyer la table de capitalisation. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés chercher ce qu'on appelle de la love money. Donc, ils sont allés chercher autour de leur entourage de l'argent. Donc, il y a des amis. Donc, il y a Papy Maurice qui a mis 2 000 €, qui a 3% du capital. Sauf qu'en fait, il y en a 10 comme ça. Et donc, toi, tu arrives sur un premier tour, tu as déjà 30% de ta boîte en moins. Ça veut dire que tu n'es qu'à 20% de perdre la majorité. Donc, quand tu fais rentrer des vrais business angels au tour d'après, tu te retrouves coincé parce que tu es déjà en train de perdre ta majorité. Donc, il ne faut pas croire, et là, on est sur un épisode qui sera un peu plus technique parce que tu as un peu plus d'expérience, il ne faut pas croire que parce que tu as une boîte, tu es forcément capitaine du bateau. Je connais plein de fondeurs de boîtes, ils arrivent à un moment où ils se sont tellement dilués
parce qu'en fait, ils sont allés chercher des fonds à droite, à gauche, et qu'ils ont à chaque fois fait des tours dilutifs, c'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois cédé des actions et des parts et des pourcentages de leur entreprise. Après, il ne faut pas tomber sur le sens inverse. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Secret de Loli, jusqu'à 2022, je détenais 100% de la boîte toute seule. J'étais en autofinancement, ça n'existe quasiment pas. Tous les fonds d'investissement disaient « mais vous avez 100% de la boîte ?» Oui, j'ai 100% de la boîte. Donc quand j'ai fait rentrer un fonds minoritaire dans ma boîte, c'était très intéressant pour moi. Il y a cette nouvelle génération aussi qui négocie à 1% près, en fait. Et parfois, le pourcentage que tu es en train de négocier, il est ridicule parce que c'est pas parce que tu vas perdre 5 ou 10% de ta boîte que tu n'es plus capitaine du bateau et que c'est quelqu'un d'autre qui va commander. Donc, il faut bien faire attention, en fait, à sensibiliser les gens, à éduquer les gens, en fait, sur l'éducation financière, mais surtout sur l'éducation du private equity, du monde de la levée et du monde de la cession. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est des fondamentaux qu'on ne nous donne pas. On ne nous les donne pas à l'école, on nous les donne rarement ou un petit peu dans certaines écoles de commerce. Mais en vrai de vrai, le nerf de la guerre, c'est les financiers. Non, c'est sûr. Et ce que tu dis là, ça reflète le fait. Moi, je considère cette aventure comme un MBA de l'entrepreneuriat. C'est 8 ans que j'ai donné à Carrefourly. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Moi, j'ai fait une école d'informatique et de mathématiques. Mais tu as appris l'école du private equity, l'école du terrain. Et ça, je pense que tout ce que tu as dit là, je l'ai bien maintenant intégré. Et parce qu'on a fait ce genre d'erreur aussi. Et maintenant, voilà, c'est sûr que sur ma nouvelle aventure, j'essaie de passer par autre chose. Quand on a ouvert une des tables de capitalisation, et puis ils étaient déjà 20 en fait dessus. La table de capitalisation, c'est quoi pour nos auditeurs? C'est en fait la table avec tous les actionnaires et le pourcentage en face. Et donc quand tu ouvres en fait la table de capitalisation pour voir qui a mis quoi et quel est le pourcentage en face, des fois tu te retrouves avec des gens qui t'ont donné de l'argent et en plus des fois ces gens ils t'ont prêté de l'argent mais ils croient pas vraiment dans ton business en plus. La love money. Voilà, la love money. Et quand tu leur dis vas-y rends-moi les parts s'il te plaît, je te rembourse avec un petit peu. Ah non, moi je veux la grosse valo qui va arriver, tu vois. Il faut jouer le jeu, tu vois. La love money c'est censé être beaucoup de love et un peu de monnaie. Nettoyer la cap table, c'est compliqué. Nettoyer la table table, c'est compliqué, mais c'est essentiel, surtout quand tu vas chercher des vrais fonds avec des gens qui sont des vrais financiers et qui, eux, ils vont pas rigoler avec le moindre pourcentage. Donc voilà. Du coup, j'ai préparé un petit peu notre entretien. Aujourd'hui, tu vends un seul service ? C'est un service qui a commencé par rapport à mon histoire et donc j'ai été très loin dans la verticale de la naissance. Maintenant, bien évidemment, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'on crée une expérience extraordinaire pour les parents, sauf qu'on n'a plus rien à leur proposer après. Mais moi, je suis un amoureux du produit. J'adore le produit. Donc c'est vrai que j'ai été très loin dans la verticale. Maintenant que les parents sont chez nous, ils y voient de la valeur, ils partagent, on a tout ce qu'il faut. Effectivement, par rapport au modèle économique, il évolue et j'ai envie de dire même par rapport au positionnement de la société, c'est-à-dire que là où on était très spécialisé sur le faire part de naissance, l'annonce de naissance, maintenant je repositionne la société un peu sur le souvenir, sur l'aspect souvenir, c'est-à-dire que nous on devient une plateforme qui permet aux parents de créer, de conserver, de partager très facilement les meilleurs souvenirs familiaux. La naissance étant le premier, parce qu'on veut continuer à créer de la valeur. Ils sont chez nous, ils sont contents. On n'a rien à leur proposer. Non, c'est pas on sait qu'on peut créer de la valeur. C'est un constat que j'ai pu faire. On est dans une industrie un marché qui est énorme, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation au final tech. Il n'y a pas beaucoup de tech qui vont dans ce milieu de la puriculture et compagnie. Et du coup, nous, on arrive et moi, je vois pas mal de besoins. Je me dis, on peut innover dans ce genre de secteur. Et du coup, on a créé pas mal une sorte de catalogue de produits qui sont super sympathiques. Il y a quoi alors là, on a déjà forcément lancé la liste de naissance. On essaye, en fait, je te donne la stratégie. Ce que je fais, c'est que je repère les mots-clés les plus recherchés sur Google. Et quand il n'y a pas de solution en face, on crée une solution. Ce qui est intelligent, je rabâche en fait dans chacun des épisodes que le but de créer une entreprise, si tu veux qu'elle fonctionne, c'est de répondre à une problématique. Quand tu réponds à une problématique et que tu trouves ta cible, même si la cible n'est pas forcément hyper profonde, en fait, la cible, tu passes pour l'expert et en plus, tu fidélises ta clientèle. Donc, c'est très intelligent de réfléchir comme ça. Bon, on essaye en tout cas de valider des hypothèses plus rapidement. Et donc, quand il y a des recherches, déjà, c'est une bonne hypothèse à valider. Et du coup, je capitalise aussi sur le fait qu'on a une stratégie de SEO et du coup, on est premier sur le mot-clé meilleure liste de naissance. Mais qui dit SEO dit de l'argent en face.
Ah oui, aussi. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça dit des budgets marketing qui sont assez conséquents. Conséquents. Mais voilà, on avait fait quand même quelques projets à ce niveau-là et meilleure liste de naissance, on ressort premier. Et on mettait en avant d'autres concurrents, parce qu'on n'en avait pas. Je dis, attends, pourquoi je renvoie le trafic chez les autres? Pourquoi je ne fais pas mon propre service de liste de naissance? Donc on l'a fait, par exemple. Tout ce qui est valise de maternité, des fois c'est des mini-tools, on appelle ça des mini-tools, mais on sait qu'on va avoir de l'acquisition à travers ces mini-tools et ça va créer de la valeur. Par exemple, la liste de la valise de maternité, au lieu d'avoir un papier avec une checklist, on a juste une checklist synchronisée entre papa, maman, et voilà, on sait qui a pris quoi, où on en est, on peut scanner, il y a une IA qui va justement créer la checklist automatiquement. On fait des mini-tools comme ça parce qu'on sait que derrière, on crée de la valeur, mais surtout, on améliore notre acquisition. Et maintenant, le vrai challenge, c'est la LTV. Comment on va dire ce que c'est quand même la LTV. Lifetime value, c'est-à-dire... Voilà, c'est-à-dire en fait la durée de vie de ton utilisateur. Quand il rentre chez toi, combien de temps en fait il reste chez toi avant éventuellement de partir et de ne plus être client? C'est ça la LTV. Exactement. Ce qui est bien, c'est que c'est un épisode que j'apprécie d'avance parce que le domaine de la naissance, c'est quelque chose qui m'a intéressée parce qu'en 2020, parce que je m'ennuyais fortement, j'ai décidé de passer un diplôme d'event planner et de wedding planneuse. Donc, je vais te challenger aujourd'hui. Ouais, mais je t'en prie. Moi, en tout cas, quand j'ai préparé l'entretien, moi j'ai vu effectivement qu'il y avait des points en fait à ouvrir avec toi. Il y a des choses qui me voilà, où je me dis attends. Donc dans ta durée de vie d'utilisateur, moi je pense qu'il y a la possibilité d'avoir un revenu récurrent sous le principe même de système d'abonnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais actuellement ou pas? Très clairement, c'est dans notre roadmap de cette année, pas de l'année prochaine, de cette année. Maintenant qu'on a été très loin, comme je te disais, sur l'annonce, ils sont chez nous, ils sont contents. Maintenant, justement, dans le modèle économique, on n'en a pas forcément parlé, mais comment on se rémunère sur cette activité-là? On a un modèle freemium, d'accord? On peut créer de façon gratuite son baby boom. Maintenant, on a des options de personnalisation. On veut rajouter la musique, on veut personnaliser les textes. Un peu comme Canva, voilà, on permet de passer en premium. Ça, c'est une option, mais l'option qu'on vend le plus, en vrai, c'est que toutes les informations qui ont été renseignées, tu l'as souligné tout à l'heure par les parents, les photos de grossesse, les photos, l'histoire du prénom, surtout les messages des amis, les messages de mamie, de papy, de marraine, etc. Tout ça, en un clic, on permet justement aux parents de les recevoir de façon imprimée avec un album qui est automatiquement livré dans toutes les boîtes aux lettres du monde. C'est-à-dire qu'en un clic, l'enfant a un souvenir intemporel de son arrivée. Et donc, c'est quelque chose qu'on vend vraiment... en général, quand les parents font leur baby boom, voilà, ils aiment bien conserver cet album. Et donc, nous, on veut continuer l'expérience des souvenirs avec... justement, je ne sais pas si tu as vu, mais on a l'arbre généalogique. J'ai remarqué que beaucoup de parents utilisent l'arbre généalogique, l'intègrent, parce qu'il est très simple à créer chez nous. On l'a simplifié. En 5 minutes, à ton arbre. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va le sortir, on va aller plus loin. Et cet arbre, on l'a rendu vivant, interactif. C'est-à-dire que maintenant, les parents peuvent avoir imprimé que l'arbre et il est automatiquement avec les souvenirs intégrés vidéo, parce qu'un souvenir, c'est plus seulement une photo. En 2025, c'est aussi beaucoup de vidéos. Et donc, cet arbre, on peut l'offrir aux grands-parents, etc. Et automatiquement, on scanne et on a tous les souvenirs qui sont sous forme de timeline. Donc, voilà, ça c'est sorti la semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est tout chaud. Donc j'ai pas encore assez de recul sur cette partie. J'ai pas trop donc te taper sur les doigts. Mais voilà, il y a quelques faisceaux d'indices qui nous ont dit tiens, ça peut être sympa Et là, on est sur de la lifetime parce que les souvenirs, ils continuent à vivre, quoi. Donc on a toute une infrastructure, une plateforme pour les faire vivre. Donc voilà, principalement. Mais on y va, ça c'est sûr. Il y a 10 000 façons d'y aller. Maintenant, faut prendre le chemin le plus qui est créateur de valeur, quoi. Il y a quelque chose que tu apprends lorsque tu deviens event planner ou wedding planner, c'est que ton client, en fait, quand tu l'as dans les premiers moments, en fait, ce qui est bien dans ton entreprise, c'est que tu lis la tech à de l'émotionnel. D'accord ? C'est donc de l'irrationnel. D'accord ? C'est un moment donc qui est précieux. Cependant, lorsqu'on est wedding planner ou event planner, ce qu'on nous apprend à nous, c'est que tu dois accompagner ton client sur tous les aspects de sa vie. Donc, par exemple, souvent maintenant, ça part de la demande en mariage. Nous, en tant que event planner, je dis nous, mais j'ai déjà organisé des mariages, hein, donc... Ah oui. En tant que event planner, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas organiser en fait la demande en mariage. Donc, éventuellement, il y a la demande en mariage, donc ce qui s'appelle les fiançailles. Une fois que tu as les fiançailles, tu vas vers le mariage. Après le mariage, effectivement, tu as l'annonce de la grossesse.
D'accord. Donc là, on monte en antériorité. Toi, tu annonces la naissance, mais il y a l'annonce de la grossesse. On a ce service aussi, mais je n'en ai pas parlé, mais effectivement. Ouais. Après l'annonce de la grossesse, il y a l'annonce de la naissance. Après l'annonce de la naissance, normalement, tu as les 100 premiers jours de bébé. Après les 100 premiers jours de bébé, tu as le baptême. Et ça va, et en fait, là, je te dis ça pour une famille type catholique, mais en vrai de vrai, en fonction en fait, de la religion donc, de la famille, tu as les 7 jours avec la circoncision, tu as la bar mitzvah, la brat mitzvah, et en fait, plus tu avances, plus en fait, à partir du moment où il est rentré chez toi, tu n'es pas censé le lâcher tant que l'enfant n'a pas 18 ans. C'est aussi simple que ça. Et moi, c'est ce que je vois en fait du potentiel de Baby Poum. C'est que tu es rentré par un événement fort, un événement qui met du sentiment, et tu dois créer tout un écosystème pour ne pas être juste le spécialiste de la naissance, mais celui qui accompagne sur l'intégralité de la vie des moments forts du parent. Exactement. Et ça va apporter, alors effectivement, donc il y a tout ce qui est traditionnel comme arbre généalogique, le souvenir de façon générale. Le souvenir de façon générale. Tu l'as fait la to-do list, c'est très bien, mais en vrai tu peux aussi accompagner en proposant des services additionnels, parce que aujourd'hui on est en train, en fait, il y a une application qui fonctionnait très bien. Je crois que c'était au sujet de la maternité. Tu suis ta grossesse. Oui, non ? Oui. C'est ça. Il y a WeMom qui fonctionne très bien parce qu'ils accompagnent la mère pendant toute la grossesse et après, ils accompagnent la mère sur les 100 premiers jours de bébé, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ça, auxquelles tu peux lier, parce qu'en fait, je trouve que ton modèle, il est super dépendant du B2C. Et c'est là où tu peux encore élargir, en fait, les voies en travaillant avec les sages-femmes, les maternités, les photographes. Tout le monde maintenant fait des baby showers. Je t'ai même pas parlé des baby showers aussi, effectivement. Donc tu pourrais même aider tes clients avec une liste de personnes qui peuvent, en fonction de la géolocalisation et de ce que les gens cherchent, aider à organiser en fait ces moments qui vont générer des souvenirs. L'écosystème, il est tellement grand, en fait, tu as capté une séquence qui est émotionnelle très rare. Et puis derrière, en fait, tu peux continuer à amplifier chaque autre, en fait, séquence émotionnelle du parent. Du coup, quand je te dis ça, moi, ma question qui ressort, c'est tu vois où Baby Poum dans 3 ans ? Dans 3 ans, j'espère qu'on aura déjà mis un service, une plateforme. En tout cas, je veux créer la plateforme la plus simple et intuitive pour créer, générer et partager ses meilleurs souvenirs familiaux, comme tu l'as dit. Maintenant, il faut les identifier en fonction des pays et, bien évidemment, ne plus être que sur le scope francophone. Là, on est 95% de ma clientèle vient de l'Hexagone, de Belgique, de Suisse. Maintenant, c'est presque volontaire. On voulait calibrer, mais day one, on savait qu'on allait sur l'international. Donc nous, c'est aller chercher les 400 000 naissances par jour dans le monde et sur des sujets autour de la naissance. Il n'y a pas un pays où on a envie de garder ça pour soi, tu vois, la naissance de son enfant. Donc je me suis dit, on part de là, on crée une valeur qui n'existe nulle part ailleurs, et après on construit en fonction des pays sur le long terme. Et donc voilà, c'est vrai que international, LTV, déjà si on a ça dans 3 ans, je serais déjà très fier. Moi je pense au service additionnel. Comme tu dis, tu es quelqu'un du produit. Dans le service additionnel, je pense que au-delà de créer juste... En fait, si tu regardes bien, tu vas constituer ton album, d'accord, mais les photos, elles sont pas... c'est des photos, en fait, qui sont pas forcément professionnelles, tu vois. Et je pense qu'à partir du moment où tu annonces la naissance ou la grossesse, tu devrais fournir un pack qui est plus premium, où le père ou la mère ou la famille cliquent et disent, bah voilà, l'enfant après sa naissance, il a un shooting photo, en fait. Shooting photo. Alors, tu peux avoir le shooting photo de maternité. Donc, quelqu'un de la liste peut offrir en fait le shooting maternité avec des photographes partenaires. Et pareil dans les premiers jours de bébé, d'avoir, parce que tu sais comment ça fonctionne dans les maternités. T'as un mec qui passe, oui, voilà, si vous voulez que je fasse les premières photos de bébé, etc. Tu vois, souvent c'est un photographe qui travaille à l'ancienne. Alors que là, tu vois, tu peux très bien dire. Bien sûr. Et tu mets le point sur quelque chose d'important parce que c'est vrai que dans la stratégie, j'en ai pas parlé. Tu sors du digital comme ça. Voilà. Mais on a une vraie stratégie B2B, B2C, où, en fait, tu sais, on a beaucoup d'informations. Maintenant, on ne va pas vendre les emails, on ne va pas vendre la data. Par contre, on peut créer de la valeur. J'ai envie de créer une valeur avec 3 wins. 3 wins. Win pour les parents, win pour la marque qui veut s'adresser à nos parents et win pour nous. À travers quoi ? En fait, l'idée, c'était de faire une sorte de voyage privé de la puériculture, où ces marques peuvent déposer des deals. On sait qu'ils ont des besoins intéressants. Des marques qui peuvent mettre des deals en place pour
toucher nos parents et créer de la valeur. C'est-à-dire que voilà, en passant par nous, le parent l'aura bien moins cher, la marque va toucher sa cible et nous, on sera content de mettre tout le monde en relation et de créer de la valeur. C'est un welcome gift ? C'est vraiment une plateforme qui tous ceux qui gravitent autour de la puériculture, qui puissent en tout cas adresser leurs produits à notre communauté en fait. Tu veux faire la mise en relation ou tu veux... Ou tu veux te dire que si la personne elle a pris l'abonnement premium, direct elle reçoit son pack maternité à la maison. Après ça va dépendre de la relation que j'ai avec la marque. Mais par exemple le mois dernier j'étais à Lyon au salon Baby, c'était ma première prospection B2B et donc j'étais tapé à tous les stands pour leur parler de ce que je t'ai dit et ça a été un strike. C'est-à-dire que là j'ai pris des contacts super intéressants. La semaine prochaine je rencontre l'un des leaders de la puériculture au national pour parler comment créer cette relation win pour les parents, enfin gagnant pour les parents, gagnant pour la marque et gagnant pour nous. Donc, est-ce que tu te rends compte que dans l'écosystème en fait du bébé, c'est hyper concurrentiel, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de personnes en fait qui ont apporté un petit plus. Moi par exemple, je connais la fondatrice donc de la marque June, qui s'appelle Carole. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Les couches, mais il n'y a pas que les couches en fait. Maintenant il y a toute la gamme de beauté autour de l'enfant et de la maman. Oui, tout à fait. Et donc, dans son acquisition client, ses produits sont chez Carrefour ou autre. Aujourd'hui, elle a un des plus gros clubs de mamans en ligne, en fait, sur Instagram. C'est le genre d'action en fait que tu peux mener en disant par exemple que sur le premier trimestre en fait toutes les femmes qui ont accouché, qui sont passées par le service, reçoivent un kit découverte June, tu vois. Je pense qu'il faut diversifier vraiment les flux parce que comme tu le dis, tu veux créer, mais là, pour moi, le point qui est un peu... C'est vraiment qu'on est trop dépendant du B2C. Tout à fait, je suis d'accord. C'est pour ça que maintenant, on y va step by step avec les moyens qu'on a. Vous êtes une équipe de combien actuellement ? Alors, on est à graviter autour du projet. C'est pas 6 salariés. Maintenant, j'ai 2 cofondateurs qui ont rejoint l'aventure et j'ai aussi des personnes qui m'accompagnent soit en freelance, etc. Donc voilà, mais qui gravitent autour du projet. Maintenant, on a commencé une levée de fonds en BSAR, donc on a 2 premiers investisseurs, une qui est responsable de fonds d'investissement aux États-Unis et une ancienne de Google qui est entrée au capital. Et donc voilà, c'est quelque chose, tu parlais d'objectifs qu'on doit boucler aussi avant la fin de l'année, quoi. L'UX, il est fonctionnel, l'UX est fluide, le produit est fonctionnel. Donc ça, là-dessus, en fait, en termes de tech, je pense que tu as bien verrouillé le tir. Pour moi, maintenant, une des choses que je pense qu'il faut travailler le plus, c'est la marque en elle-même. Parce que il faut devenir une marque forte pour devenir un acteur fort, en fait. Et mettre une barrière à l'entrée. On a pour habitude dans ce podcast de demander en fait aux entrepreneurs qui viennent me voir 3 questions qu'ils aimeraient qu'on aborde ensemble. Écoute, j'en ai plus que 3, mais on va se limiter à 3. 3 questions qui te semblent fondamentales que tu veux vraiment aborder avec moi. En vrai, j'ai 3 questions qui ne sont pas directement par rapport à mon business, mais qui forcément vont l'aider. Mais qui peuvent parler à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que j'ai une question par casquette que tu as. J'ai identifié 3 casquettes que tu vas avoir. Celle d'investisseur, celle de businesswoman et celle de maman. Et donc, j'ai une question pour chacune de tes casquettes. La première est très simple par rapport à ta casquette d'investisseur. Quand tu rencontres un potentiel projet qui vient te pitcher, c'est quoi tes red flags? Le red flag, tu dis, ça, j'y vais même pas. Je n'ai même pas vu le pitch deck, j'y vais pas, quoi. Alors peut-être pas, j'ai même pas vu le pitch deck parce que quand même, tu vois, parce que des fois il y a des surprises et que des fois ça dépend à quel stade de maturité que le projet il est. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont surexcités, ils ont un pitch deck et puis ils vont te rencontrer entre 2 portes, ils vont te dire un truc et en fait c'est pas forcément le truc qui te touche, tu vois, alors qu'ils peuvent avoir un bon projet mais ils savent pas le vendre correctement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'il faut s'adresser à l'investisseur
il faut travailler avant de voir ton investisseur pour être sûr que tu coches les cases et les prérequis qu'il fait habituellement. Et les gens, souvent, ils sont là, ils me disent « Oui, j'ai une marque capillaire. » Non, en fait, je fais pas dans le capillaire. Moi, mon contrat avec mon fonds d'investissement, c'est pas pour aller développer la marque de quelqu'un d'autre. Donc, dans la beauté, tu vois, je peux être restreinte. Il y a plein de choses comme ça où les gens, ils pensent pas forcément. Les red flags, c'est horrible à dire. Mais je vais être très observatrice sur les entreprises où c'est un couple, le co-founder. Okay. Je vais être très observatrice. Parce que déjà, moi, quand je détenais 100% de mon capital, les gens disaient c'est qui garde les enfants et lui aussi il mérite sa part. Lui, alors que c'est moi qui fais les produits et les formules, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut se poser... Voilà. Quand c'est un couple, il y a la sphère privée qui se mélange avec la sphère professionnelle. D'accord ? Et donc, du coup, tu connais, ils peuvent cartonner sur le professionnel, mais tu n'es pas à l'abri qu'il se passe quelque chose en privé. Donc, j'aime bien avoir un point d'attention là-dessus. Ça, c'est un truc, tout de suite, je me dis... Après... c'est des stéréotypes et c'est des choses dans ma tête, tu vois, mais je me dis, quel est l'âge mutuel ? Est-ce que une grossesse peut éventuellement arriver ? Quand t'es mère, en fait, tu réagis plus pareil avec le business, tu peux prendre des décisions différemment. Est-ce que tu vas rester aligné, etc., etc. Après, quand il y a de l'argent et que et que le business, il est à maturité, tu te poses pas de questions, tu vois ce que je veux dire, tu y vas. Mais quand tu es sur les débuts, ça, pour moi, c'est un point c'est un warning. C'est pas un red flag, c'est un warning. Tu vois, ça, c'est... Voilà. Je vois. Ensuite, j'ai un deuxième red flag, c'est quand ça sent la personne qui veut faire un tour, deux tours, trois tours sortis. C'est-à-dire que tu vois... qu'ils ne vont pas pousser forcément la croissance parce qu'ils veulent aller chercher derrière à plusieurs reprises pour maximiser leur sortie et la valo de la boîte. C'est-à-dire que tu ne le fais pas juste pour le business et pour l'amour du produit et pour tout ce que tu fais. Voilà. Tu es en train de rentabiliser en fait pour pouvoir faire une sortie au plus vite. Moi, quand il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, j'ai créé une boîte et puis je vais la vendre dans 5 ans », ce n'est pas un truc qui m'excite. C'est pas interdit, tu vois, mais c'est pas un truc qui m'excite parce que ton engagement, en fait, il est pas à long terme. Ça veut dire que si au bout de la 4e année, on est tous, tu as un down, ça veut dire quoi, en fait ? Ça, c'est aussi un red flag parce qu'il y a des jeunes loups, entre guillemets, qui se disent, qui ont bien compris comment fonctionne le monde de la finance. Et eux, ils vont vouloir faire l'intégralité des tours. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire le seed, la série A, la série B, le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour et la sortie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, à chaque fois que tu rentres, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, toi, tu as cru au business au tout début. Donc, en fait, tu as pris le plus gros risque. Et en fait, au fur et à mesure que les tours passent, tu as de moins en moins de pourcentage de cette boîte-là. Alors que c'est toi qui as pris le plus gros risque, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est plus ça, c'est un truc où je regarde, je fais attention. Ou les gars qui arrivent et qui te disent ouais, voilà, la valo de la boîte, c'est tant. X euros pour 5%. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps pour 5% ? Surtout en early, quoi. Surtout en early stage, tu vois. T'as fait un tour, ou tu n'en as pas fait, ou t'as fait juste un tour, et tu me dis, il reste 5% de la tôle. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir 5% de la tôle. Moi, je te sers juste de levier. Et en fait, ça sinon, dis-moi clairement, j'ai envie de t'avoir à mon board, à mon capital. Je te donne 5% pour me conseiller, etc., etc. Mais me dis pas que je suis investisseur chez toi. Dis-moi que tu as besoin de mon argent et ou que tu as besoin de mon nom, tu vois. Donc, ce sont plutôt ces choses-là, en fait, qui moi, peuvent me faire un step back. Parfaitement clair. Alors, ma deuxième question, elle est pour ta casquette business. J'ai envie de te poser la question, un petit challenge, mais rapide. Hein, c'est si tu devais, en 2025, recommencer à partir de 1 500 €, et je vais compliquer un peu le truc, c'est sans ton réseau. Le réseau, ça aide quand même. Ça aide. Et sur quoi, rapidement, tu serais reparti en 2025 pour créer un empire comme tu as pu le créer, quoi. Je ne serais pas allée dans le make-up, ça c'est sûr. Ah oui. Je serais allée sur un monoproduit pour commencer, qui solutionne une problématique claire. Par exemple, ici, là,
Ici, là, on n'est pas sexy. Ici, on sent pas bon. Ici, je suis désolée, tu sens pas ton dernier parfum, tu sens l'anti-moustique. Tu vois? J'aurais essayé de solutionner un truc comme ça, genre avoir une brume corporelle. Par exemple, tiens, une brume corporelle, anti-moustique, mais qui sent bon, qui sent pas la citronnelle, qui sent pas le truc qui pique les yeux, là, tu vois? Et bah, ça touche tout le monde. Monoproduit, en market full. Full dessus. Et là, je te donne un exemple, tu vois. C'est-à-dire que tu es là, tu achètes un parfum à 100 € le truc, tu te parfumes, derrière, tu es obligé de mettre de l'anti-moustique, le truc gâche l'odeur. Donc, tu as repéré une pain à ce niveau-là. Tu vois? Ouais, non, je vois. Là, tu te fais manger ou un parfum qui protège, tu vois, au moins. Tu vois? Je pense que tu n'es pas la seule à le ressentir, en tout cas. Non, mais à quel moment on dit à une femme qu'elle sent bon ici? Tu sens la citronnelle. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais plus, tu vois, ne serait-ce que ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se disent, mais c'est vrai, en fait, moi, si je pouvais additionner le geste du parfum ou de la brume et en plus être protégée, tu vois, des petites choses comme ça, il y en a plein, en fait. Mais des fois, c'est pas une grande idée, mais après, c'est l'exécution qui fera toute la différence. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. Donc, 1 500 €. Allez, je ferai un crowdfunding, mais j'aime pas les crowdfunding. Moi, je te le dis, j'aime pas les crowdfunding. Donc, je ferai une précommande avec une prévente. Je prendrai l'argent de la prévente avec un cadeau additionnel. Donc, je ferai le premier lot. Et tu fais ça avant d'avoir produit Non, je ferai le produit quand même. Je ferai juste les prototypes. Je ferai les protos. J'enverrai les protos en fait à plusieurs personnes pour tester. Ensuite, je ferai la précommande. J'aurai déjà en fait de l'UG avec des retours de personnes donc, qui valident le produit pour pouvoir faire mon crowdfunding. Avec le crowdfunding, une date ultérieure de lancement donc, par rapport à cette prévente-là. Je lancerai le premier lot. Et ensuite, une fois que les gens ont acheté le premier lot, j'irai négocier en fait à l'usine. Le plan est clair là apparemment déjà. Bah, écoute, ça va vite avec moi. C'est smart. Hein. J'irai négocier à l'usine un délai en fait de 90 jours et j'irai chercher donc plus de 50%, voire 70% de mes ventes en ligne pour avoir le cash maintenant, pour avoir mon BFR. Et j'irai chercher mes premiers distributeurs avec un paiement à limite maximum J plus 45. C'est-à-dire que normalement, c'est rare maintenant qu'ils demandent du J plus 60 ou J plus 90. Et moi, je leur vendrai à l'inverse. Je leur dirai, en fait, j'ai tellement confiance dans mes produits et j'ai tellement pas besoin, en fait, de votre argent tout de suite, parce que le produit il va cartonner, que je vous laisse payer à J45 parce que vous aurez besoin de beaucoup de réassorts. Et en fait, je jouerai en fait, sur les délais pour pouvoir les livrer et payer les premiers cycles de... Excellent. On sent que justement la question c'est par rapport à ton expérience passée, comment tu le fais? Là, tu sens le poids de l'expérience quand même. Hein. Et ma dernière question, elle est pour ta casquette un peu maman. Tu sais, on a un monde qui change très vite avec le tsunami de l'IA. Et tu sais que tu as 2 garçons et c'est une question très simple, hein, très humaine en vrai, et de société. C'est quelle valeur tu serais vraiment, les 3 valeurs que tu voudrais vraiment transmettre à tes enfants dans ce monde qui va changer, qui ne sera pas le même que le nôtre, pour eux en tout cas. Et s'il y a 3 valeurs qui vont leur permettre de s'adapter à cette nouvelle société, ça aurait été quoi pour toi? S'adapter à cette nouvelle société, je ne sais pas, mais pour moi dans la vie, il y a 3 valeurs qui sont essentielles. L'honnêteté. C'est-à-dire qu'en fait, jamais tu auras un dossier sur moi, sur un coup de Trafalgar que j'ai fait. L'honnêteté. C'est oui ou c'est non, c'est merde parfois, mais il n'y a pas de truc bizarre avec moi. Tu vois, ça, c'est être droit dans la vie, c'est hyper important. La loyauté. C'est-à-dire que moi, quand j'ai installé mon réseau de distribution, j'ai serré la main des gens. Je n'avais pas forcément de contrat, tu vois. Quand mon usine m'a fait un chèque en blanc de 100 000 €, ce qui m'a permis de financer mon BFR de mes prods, on s'est tapé dans la main. On n'a pas eu besoin de l'écrire. Oui. Et dès que je dépassais les 100 000, je faisais les virements pour baisser la note. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai fait pendant 1 an ou 2 ans. Et quand je parle de loyauté, c'est-à-dire que quand le Covid est arrivé et que tout le monde était comme ça à la gorge, surtout les petites marques parce qu'elles n'avaient pas de stock, et ben la loyauté, en fait, elle m'a été renvoyée. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils ont ouvert l'usine juste pour moi, pour fabriquer mes lots, parce qu'ils savaient que si moi, je vendais pas et que j'avais pas de produits,
j'aurais pu couler. Et donc, ils m'ont renvoyé la balle comme ça. Ils ont ouvert l'usine 2 jours par semaine, juste pour travailler pour Secret de Loli. Tu vois. Donc, la loyauté, ça va dans les deux sens. C'est important. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas oublié donc le chèque en blanc, j'ai pas oublié l'ouverture de l'usine pendant le Covid, qui fait que moi, j'avais du stock. Et c'est là où je suis passée de 1,8 à 5,5 millions cette année-là, parce que moi, j'avais du stock comparé aux autres. Et ben moi, j'ai renvoyé la balle en disant je refuse que les 13 références que vous avez... En fait, il y avait dans mon dossier, pendant mon premier tour, il y avait un point de risque. J'avais quasiment qu'un seul point de risque dans mon entreprise, c'était que je n'avais qu'une seule usine. Si demain l'usine brûle, j'avais plus de produits, j'avais plus de ligne de production. Et on m'a dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez avoir une usine alternative, voire 2. Mais moi, ces gens-là, ils m'ont aidé. Je ne vais pas leur retirer le pain de la bouche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, OK, non, tous les produits qu'ils ont toujours fabriqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 13 premières références, je leur laisse. Par contre, toutes les nouveautés, elles, seront sécurisées sur plusieurs usines. Mais eux, je leur enlèverai jamais le pain de la bouche. Pour moi, la loyauté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je t'ai dit honnêteté, loyauté. Et le dernier, j'ai envie de dire qu'il faut quand même être déterminé. Je veux que quand ils commencent quelque chose, ils le finissent. Même si ça se finit mal, hein, mais je veux qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. Tu vois, pas qu'ils abandonnent au premier, tu vois ce que je veux dire, au premier doute, à la première difficulté. Je veux qu'ils essaient de persévérer. Résilience, détermination. Non, parce que la résilience, tu te manges une claque parfois et tu es obligé de te relever, alors que la détermination, c'est tu te dis je vais finir. Peu importe où ça se finit, je vais finir, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu essaies de faire finir les choses bien. Mais tu peux pas planter les gens comme ça, tu vois. Tu peux pas savoir que tu vas dans le mur et ne pas préparer les arrières de tes équipes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de choses. Il y a des gens qui prennent des risques. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 50 salariés à payer. Moi, je peux pas faire des bêtises et puis dire « Ah, ben, tout le monde coule avec moi », tu vois. Moi, je serais plutôt du genre à sécuriser les gens. D'ailleurs, j'ai fait des dingueries qu'on a vues nulle part, mais ça, je ne peux pas en parler, pour sécuriser des gens qui partaient. Moi, j'ai déjà eu des gens qui sont partis, ils avaient des BSPCE, d'accord, qui valaient beaucoup d'argent. Et en fait, les gens, ils étaient fatigués, etc., ils ont dû partir. Et en fait, j'ai donné le montant du BSPCE en chèque de départ. Ah ouais. Parce que les BSPCE, ils étaient caducs parce qu'ils partaient. Et c'est pas grave, j'ai fait le chèque. Et j'ai dit, ils ont travaillé avec moi, ils ont fait partie du pourquoi j'en suis là aujourd'hui. C'est un peu la loyauté aussi, au final. Tout est lié avec moi. Tout est lié avec moi. Donc, c'est les 3 valeurs que j'ai envie. En plus, ce sont des garçons, ce sont des hommes, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie qu'ils aient ces trois valeurs-là. Très clair, c'est très clair. J'avais quand même, en préparant notre entretien du jour, noté quelques idées que je voulais te soumettre. J'ai eu plusieurs expériences et j'ai enregistré pour mes enfants un livre. Donc je suis allée dans un studio, on m'a offert cette expérience-là. Et j'ai enregistré en fait l'histoire du soir pour que lorsque mes enfants ne sont pas avec moi, en fait, ils ont une histoire faite par maman. Avec la voix de maman. Je vois que tu as mis des QR codes sur tes objets-là, mais qu'est-ce que tu penses des objets émotionnels, justement parce que tu es quelqu'un de la tech, justement. Et donc, moi, je pensais plutôt à des capsules sonores, c'est-à-dire... Quoi J'ai pas fini. Des capsules sonores, des doudous aussi, avec des capsules sonores... et donc, que tout ça agrémente en fait, cette boîte en fait, à souvenirs connectés. Alors là, tu me rejoins parfaitement sur... En tout cas, quand j'ai lancé la semaine dernière l'arbre interactif, en fait, j'ai commencé par la capsule. C'est-à-dire que quand tu le scannes, tu peux faire les avatars sortir de l'arbre et passer un message. Et donc, soit raconter une histoire, soit donc c'est mamie qui te raconte l'histoire du soir, ou maman, et donc c'est parti de ça à la base, de créer des capsules de messages animés. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est bien, mais pourquoi ne pas intégrer aussi l'aspect souvenir ? C'est peut-être plus facile aussi à marketer. Et en fait, donc, j'ai déjà développé les deux. Les deux sont, donc tu scannes le truc, et effectivement, tu peux passer des messages, écrire des histoires, écrire ton histoire, et automatiquement, elle
elle sera projetée à l'enfant. Et donc, en tout cas, c'est un canal de communication un peu plus émotionnel aussi pour passer des messages de tous les membres de la famille aussi qui peuvent le faire. Donc, la capsule, je te rejoins parfaitement. C'était mon idée de base et je plus sois, comme on dit. Moi, je pense que tu as quelque chose. Tu as réussi, en fait, comment dire, à capter un moment d'émotion, mais tu as réussi à digitaliser la tendresse. Et ça, c'est quelque chose que les autres acteurs, en fait, du moment, ils sont vachement dans le fonctionnel, un peu dans le souvenir, mais digitaliser l'émotion, c'est quelque chose que, pour l'instant, on ne voit pas trop et qui n'est pas commun. Et donc, ça ne m'étonne pas que quelqu'un de chez Google te rejoigne. Je pense que tu as un beau projet, Merci. Un beau produit. C'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires pour 2025 ? Là, j'espère, en tout cas, sur 2025, qu'on va dépasser les 300 000. Mais encore une fois, c'est une conséquence, tu vois. C'est une conséquence des choses qu'on met en place parce qu'on est effectivement un peu focus produit, même si je pense quand même modèle économique, etc., création de valeur. Mais le chiffre d'affaires est une conséquence. Et on sait très bien... Le chiffre d'affaires est une conséquence, c'est très important. Répète-le, le chiffre d'affaires est une conséquence. Exactement. C'est pas l'objectif premier. Alors c'est vrai que normalement on n'est pas censé dire ça, mais en vrai de vrai, si tu as un bon travail, une bonne exécution, un bon produit, en fait, la conséquence, c'est que tu le vends et donc c'est peut-être de l'argent. Et je suis un peu dans cet esprit. Tu sais, dans la Silicon Valley, ils l'ont compris aussi sur certains aspects. Ils vont te faire le produit parfait. Tu es tellement adepte du produit qu'après, quand ils vont mettre la monétisation, tu payes parce que tu payes parce que tu es engagé déjà, émotionnellement en plus. Et nous, on sait qu'on a touché peut-être 2% du marché qu'on vise, mais on peut déjà, à partir de là, créer de la valeur. Et à partir de là, on sait que ça va se faire naturellement si on fait un bon produit. Donc, c'est un peu... On n'a pas un objectif chiffré très clair, mais on sait que ces features-là, ces fonctionnalités, on va les sortir. Et ça va venir avec... Enfin, on reste confiant, en tout cas. Ce qui est intéressant, et ce que je pense qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses autour de Baby Poum cette boussole sentimentale et digitale des parents dans la vie du parent, en fait, et de l'enfant. Bien souvent, d'ailleurs, les marques aujourd'hui, elles se diversifient. Elles commencent par la maman, elles prennent ensuite l'enfant, tu vois. Elles ouvrent en fait le marché. Parce que, ou à l'inverse, par exemple, c'est ce qu'a fait le modèle de June. Ils s'étaient concentrés sur le bébé et maintenant, ils font tous les produits pour la maman. Et maintenant, ils reviennent cette fois-ci sur l'enfant en proposant des crèmes SPF, etc., etc. Et toi, il faut que tu fasses la même chose autour finalement de la parentalité, mais aussi de la vie de l'enfant. Donc, je pense que tu tiens le bon bout. Merci. Merci. Bravo. Venant de ta part, ça fait plaisir. Je pense que les auditeurs ont apprécié ce moment fluide d'échange qui était vachement riche. C'était d'une grande qualité, donc je voulais vraiment te remercier par rapport à ce moment partagé avec moi. Mais écoute, c'est surtout à moi de te remercier à ce niveau-là. Je connais ta phobie de l'avion et d'avoir fait autant de kilomètres pour venir nous voir. C'est un signal fort que tu envoies. Et merci d'être venu en tout cas en Guadeloupe pour le diffuser. Avec plaisir. Merci en tout cas et je te dis à très bientôt. À très bientôt. J'espère que comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première ainsi que nos réseaux sociaux. Jérôme, prise 1, jour 4.